Alors que le gouvernement Lecornu n'est toujours pas installé, la rentrée sociale est particulièrement tendue. Les syndicats ont appelé à une mobilisation massive le 2 octobre pour défendre le pouvoir d'achat, les services publics et les droits des travailleurs. Dans un contexte où les tractations politiques se multiplient, où la politique du gouvernement semble déjà tracée, la pression sur les classes populaires risque de s'accentuer avec l'inflation, les budgets militaires en hausse et la menace de nouvelles mesures anti-ouvrières. Nathalie Arthaud, figure historique de la lutte des travailleurs, revient avec nous sur ces enjeux et sur ce que devrait être une véritable politique en faveur du monde ouvrier. C'est parti pour l'entretien. Nathalie Arthaud, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et avant de parler de la mobilisation du 2 octobre, je le dis pour nos téléspectateurs, on est aujourd'hui le 2 octobre, donc la manifestation va avoir lieu cet après-midi. J'aimerais connaître déjà le bilan que vous tirez des mobilisations du 10 septembre et du 18 septembre. C'est l'expression d'une colère, d'un écœurement général du monde du travail qui se rend bien compte qu'il y a de l'argent dans la société, en fait. Voilà, il nous explique qu'il y a un budget abyssal, qu'il y a une dette monstrueuse. Mais c'est vrai que les caisses de l'État sont vides, mais les caisses du grand patronat, elles sont pleines. Elles sont archi pleines. Et vous savez, beaucoup de travailleurs, d'ouvriers dans les grands groupes s'en rendent compte, le savent. Donc, et puis, je pense que tous les autres mesurent combien, en effet, les services utiles à la population n'ont fait que régresser, alors même que l'argent était distribué abondamment aux plus riches, en réduction d'impôts, en subventions et en cadeaux de toutes sortes. Donc voilà, il y a d'un côté cette colère de voir l'exploitation s'aggraver, les difficultés quotidiennes être de plus en plus importantes pour tout le monde, à cause de l'inflation, des bas salaires, du recul des services publics, et puis de l'autre côté, de voir une minorité se gaver. Voilà, se gaver. Et là, on a un gouvernement qui arrive en nous expliquant qu'il faudra encore faire des sacrifices. Donc voilà, c'est ce que cette colère exprime, je pense. Et vous êtes, en termes de participation et de bilan des participations, on a vu que pour la date du 18, il y avait effectivement 1 million de personnes dans les rues. On peut considérer que c'est plutôt, justement, ça va dans le sens de ce que vous êtes en train de dire, c'est plutôt un succès ou on espère toujours beaucoup plus de monde dans la rue? Évidemment, je suis convaincue que pour vraiment inverser le rapport de force, il faudra une levée en masse, il faudra une explosion sociale, en fait, on n'y est pas. Moi, je suis convaincue qu'il faudra qu'il y ait des grèves, des manifestations que même personne n'ait vu arriver et dont personne ne pourrait connaître la fin. Il n'y a que comme ça qu'on pourra en réalité se faire craindre du grand patronat et de ses politiciens, en fait, Parce que c'est comme ça que ça marche chez le grand patronat qui finalement donne ses ordres. Donc voilà, on n'y est pas. Très clairement, on n'est pas encore à cette explosion sociale. Je pense que dans d'autres pays, c'est peut-être le cas. Regardez ce qui se passe aujourd'hui au Maroc avec la jeunesse qui se révolte, mais ce qui s'est passé au Népal, ce qui s'est passé au Sri Lanka, en Indonésie, au Bangladesh il y a 1 an, là, il y avait des explosions sociales. Alors, nous, on n'y est pas. Mais je pense que, et j'espère qu'aujourd'hui, on sera encore des centaines de milliers à être mobilisés, parce que de toute façon, il faut qu'on occupe le terrain. Voilà, il faut occuper le terrain parce qu'on a effectivement un grand patronat, des milliardaires qui envoient leurs mercenaires sur tous les plateaux, raconter leurs mensonges et nous intoxiquer avec leur propagande. Et donc, il faut absolument que les travailleurs soient là pour dire, bien sûr que si, il y a de l'argent. D'ailleurs, de l'argent, il y en a pour les Rafales, il y en a pas pour les hôpitaux, mais il y en a pour Dassault, de l'argent. Donc, on va où avec ça? Avec ces dirigeants-là qui, effectivement, nous préparent une société de plus en plus inégalitaire, de plus en plus injuste, et puis aussi de plus en plus réactionnaire, de plus en plus guerrière. Donc il faut absolument continuer d'exprimer cette opposition, cette colère, et c'est aussi comme ça d'ailleurs qu'on pourra peut-être conforter tous ceux qui mesurent qu'il n'y a pas d'avenir dans le cadre de cette société-là. Vous parlez des grands patrons. Quelles sont les principales revendications portées par Lutte ouvrière? Actuellement, on entend beaucoup parler de la taxe Zuckman. Est-ce que c'est quelque chose avec laquelle vous êtes d'accord? Moi, je crois que si on raisonne uniquement en termes d'égalité, de justice, c'est le minimum du minimum. Voilà, c'est vraiment... voilà. Là, il s'agit vraiment de taxer les 1800 les plus riches, alors même leur fortune, en fait, aux 500 plus riches, augmente de 8% par an. Donc, vous voyez, même les taxer de 2%,
ça casserait pas trois pattes, ni un canard, ni un capitaliste. Hein. Voilà. Donc, mais moi, je pense que justement, il ne faut pas avoir seulement cette idée, cette vision de plus d'égalité et plus de justice, parce qu'en réalité, ça ne peut pas exister dans le cadre de cette société capitaliste. Voilà, parce que, vous savez, dire on va mieux redistribuer les richesses, mais le problème, c'est à la base, c'est à la source, c'est à la production des richesses. Il y a l'exploitation. On est dans une société où, pour qu'il y ait des riches, il faut qu'ils produisent des pauvres, des travailleurs de plus en plus exploités. Donc, si vous voulez, voilà, c'est la production des inégalités, c'est une loi de la société capitaliste. L'exploitation des travailleurs, c'est une loi de la société capitaliste. La domination des pays riches sur les pays pauvres, c'est une loi de cette société capitaliste. Si aujourd'hui, dans un pays riche comme la France, les travailleurs ont obtenu un certain niveau de vie, des droits, un code du travail, c'est précisément parce que la France est un pays qui a colonisé une bonne partie de la planète et a pu exploiter des peuples aux quatre coins du monde et s'enrichir de cela. Mais aujourd'hui, finalement, quelque part, notre niveau de vie, eh bien, il est maintenu parce que partout dans le monde, ça continue. Nos groupes capitalistes, nos milliardaires continuent d'exploiter des millions de travailleurs de par le monde. Donc, où est la justice dans cette affaire-là? Donc voilà, nous, c'est pas, on ne pense pas qu'il faille raisonner que dans ces termes-là. Parce qu'en réalité, il faut qu'on s'affronte à cette classe capitaliste qui domine la société et il faut qu'on lui enlève son pouvoir et qu'on renverse cette société qui est basée sur ces règles de l'exploitation, de la concurrence, du marché, de la course au profit. Parce qu'avec ces règles-là, de toute façon, on est en train de foncer dans le précipice. Donc non, nous, on n'est pas... quand on entend il faut mieux redistribuer les richesses ou... Pire encore, parce qu'une partie de la gauche, c'est même pas il faut mieux partager les richesses, il faut mieux partager les efforts. Alors, pas du tout d'accord. Hein, pas du tout d'accord. Si vous aviez, excusez-moi de vous couper, mais si vous aviez une mesure concrète, assez simple, que tout le monde pourrait comprendre là, que vous souhaiterez qu'on mette en place demain. Non, mais là, déjà, une mesure élémentaire, c'est qu'il faudrait augmenter tous les salaires. Moi, j'ai fait une campagne présidentielle donc en 2022 en disant le SMIC net à 2 000 €, mais aujourd'hui, sans doute, c'est 2004 qu'il faudrait pour vivre dignement. Donc déjà, voilà, battons-nous, nous les travailleurs, pour obtenir ce qui nous est vital, ce qui doit être élémentaire. Et là, on fera un petit peu dégonfler déjà ces grandes fortunes, mais au moins, on saura où l'argent va, vous voyez. Oui, donc déjà ça. Et puis, autre point, pour nous, essentiel, ça sera aussi, il nous explique qu'il faut travailler plus. Mais non, il faut qu'on travaille tous. C'est-à-dire qu'on répartisse le travail entre tous et qu'on travaille moins. Voilà l'avenir. Et puis, dernier point que nous avons, c'est le contrôle. Le contrôle de ces grands groupes, qu'on puisse regarder leur véritable compte. Ils nous expliquent qu'ils ne pourraient pas payer la taxe Zuckman, 2%, ils ne savent pas où trouver, ils n'ont pas de liquidité, comme ils disent. Mais qui nous les montrent, leur patrimoine, leur liste de palaces, de maisons secondaires, etc. Et nous, on saura où les trouver, les liquidités. Voilà, un contrôle sur tous ces capitalistes. Vous vous rendez compte, moi, il y a un truc quand même que je trouve hallucinant, c'est que même l'État qui donne 211 milliards d'aides explique qu'ils ne savent pas où, comment, etc. Donc le contrôle des travailleurs sur justement ceux qui ont le véritable pouvoir économique, ces grands groupes, ces grands actionnaires et ces grandes fortunes. Pour parler d'autres personnalités de gauche, dans un entretien donné à France Inter, Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT, a déclaré qu'elle ne souhaitait pas la chute du gouvernement. Je vous propose de l'écouter, on en parle juste après. Mais nous, on veut pas la chute de ce gouvernement. C'est d'ailleurs pour ça qu'on fait tout ça maintenant, pour le forcer à revoir sa copie et avoir une copie qui réponde aux exigences sociales des travailleurs et des travailleuses. Il y a 5 gouvernements qui sont tombés depuis 2 ans à cause de cette politique de passage en force d'Emmanuel Macron, notamment sur la réforme des retraites. Et à chaque fois, c'est tout changer pour ne rien changer. On en a ras-le-bol de cette nuit sans fin du macronisme avec ce disque rayé. Quand est-ce qu'ils comprendront que cette politique de l'offre, il faut en changer?
Une réaction? Est-ce que vous pensez qu'on peut composer avec ce gouvernement? Clairement, non. Clairement, non. Et là, effectivement, comme la CFDT, finalement, hein, on a la dirigeante de la CGT qui véhicule l'illusion que le gouvernement Lecornu, ou je ne sais qui, hein, pourrait changer de politique. Donc non, la réalité, c'est qu'ils ont un plan de travail. Ce plan de travail, il a été écrit par le grand patronat, par le MEDEF, hein, qui va faire leur grande mobilisation, hein, soi-disant, le lundi 13. Et c'est ce plan de travail qu'ils vont suivre. Voilà. Mais ça, je le dirais, de tous les gouvernements. Nous sommes de ceux, et un peu uniques hein, de ce point de vue-là, à gauche, hein, qui disons que même les élections, c'est une espèce de... c'est une espèce de grand cirque où finalement on nous fait croire qu'on va pouvoir changer les dirigeants et changer leur politique. Mais sauf que tous ceux qui dirigent à la tête du gouvernement et de l'État, quand ils arrivent au pouvoir, ils sont pieds et poings liés avec ceux qui détiennent cette puissance économique, ceux qui arrivent comme Bernard Arnault en expliquant « moi, j'emploie des dizaines de milliers de salariés ici en France, moi, j'investis des milliards, et c'est pareil pour toute la bourgeoisie ». Hein, et au final, on a tous les gouvernants, y compris quand ils se disent de gauche, y compris quand ils se disent bien intentionnés vis-à-vis des travailleurs, qui font quoi? Qui se foutent à genoux. Voilà. Et on a tous en tête quand même la grande déclaration de Hollande « Mon ennemi, c'est la finance », et on a vu comment ça s'est terminé. Parce que c'est ça, Lénine avait une expression, il disait que le gouvernement, c'est le conseil d'administration de la bourgeoisie. Tous les gouvernements sont les conseils d'administration de la bourgeoisie. Et moi, je pense que c'est profondément vrai, en réalité. Donc, il faut viser non pas le renversement de Macron ou de je ne sais qui, il faut viser au-dessus. C'est-à-dire, il faut toucher, il faut s'affronter avec la classe capitaliste. Il faut, en effet, la forcer à montrer patte blanche. C'est un rapport de force. Et puis, il faut viser le renversement de tout le système, en fait. Parce qu'encore une fois, ce qu'on nous fait passer pour une mauvaise politique, c'est un mauvais système capitaliste, si vous voulez. Il ne peut pas être bon. Moi, quand j'entends la gauche, parce que j'entends aussi la France insoumise, disent « Oh, la crise, bon, nous, on va faire une relance économique, une relance écologique, et puis tout ça, finalement, y compris les patrons seront contents. Parce qu'avec nous, ils auront de la visibilité, etc. etc. » Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. La crise, elle est au cœur même de cette société capitaliste. La concurrence, la guerre même. C'est au cœur de cette société capitaliste. Et ça, voilà, il faut le réaliser parce qu'on y est. On est en plein dedans. Donc à un moment donné, il faut aussi comprendre que les travailleurs, pour défendre leurs intérêts et pour assurer un avenir à eux, à leurs enfants, etc., il va falloir qu'ils aillent sur ce terrain-là de contestation de l'ensemble du système capitaliste, sur un terrain révolutionnaire, en fait. Justement, dans votre édito du 29 septembre, donc, vous dites qu'il faut trouver donc, les moyens de continuer. Quels moyens préconisez-vous? Justement, quelle stratégie on peut mettre en place pour que justement ce que vous demandez puisse durer, que ce mouvement puisse durer justement sur du long terme? Moi, ce que je pense, c'est que de toute façon, tant qu'il n'y a pas une explosion sociale, une levée de masse, c'est-à-dire tant que les travailleurs ne sont pas décidés à s'en mêler vraiment, on ne pourra pas faire grand-chose. On ne pourra pas faire grand-chose. Par contre, de telles situations surviennent régulièrement aux quatre coins du monde. Je pensais, ce qui s'est passé au Népal, ce qui se passe aujourd'hui au Maroc avec des jeunes, mais qui sont ô combien courageux, parce que là, en effet, la répression, c'est quand même pas celle qu'on a, nous, ici. Hein. Y compris, j'ai compris qu'il y avait eu 2 morts hier, donc des jeunes qui se sont fait tirer dessus, et des jeunes manifestants donc, qui sont morts. Mais justement, quand il y a comme ça ce courage, cette énergie d'aller à l'assaut de ceux qui gouvernent, nous pensons qu'il faut absolument qu'il y ait cette conscience-là de qui
qui ils ont en face d'eux? Est-ce qu'ils ont des mauvais politiciens? Mais non, ils ont toute une classe sociale, ils ont un État, ils ont une police, ils ont une armée. Et il faut qu'il y ait ce programme politique-là, ce programme que les travailleurs, eh bien, quand ils se battent, il faut qu'ils s'organisent, qu'ils soient prêts à ce combat-là contre l'ensemble d'un système, contre une armée, contre une police, etc. Donc, pour nous, ce qui est important, c'est aussi les idées, c'est aussi les perspectives qu'on a en tête. Si demain, il y avait des millions de travailleurs dans la rue en France et que le seul résultat qu'on obtienne, c'est finalement la démission d'Emmanuel Macron, est-ce qu'on aurait arraché des meilleures conditions de vie, des meilleurs salaires? Est-ce qu'on aurait même, en fait, acculé la bourgeoisie à reculer? Non, non. Donc il faut vraiment avoir en tête qui on a en face de nous et comment on doit s'organiser en conséquence. Et nous disons que les travailleurs, ils ont cette force-là. Parce que justement, ils sont au cœur du système et ils sont en confrontation directe avec les exploiteurs et la classe capitaliste. Et effectivement, mais malheureusement, on a le sentiment que beaucoup de travailleurs, et même ceux qui ne travaillent pas, entre guillemets, pensent que les grèves et les manifestations ne servent plus à grand-chose. On le voit, là, récemment, il y a eu des grosses manifestations il y a des années, notamment contre la réforme des retraites. Finalement, au final, c'est passé. Là, même s'il y a un peu plus de monde dans les rues, on sent bien que ça ne prend pas comme ça devrait prendre. Est-ce que vous pensez que, justement, les conditions actuelles de vie des travailleurs, le fait qu'économiquement, ça puisse être compliqué pour eux de se mettre en grève et de manifester, fait qu'aujourd'hui, ils n'ont pas le sentiment qu'il faille aller dans la rue pour avoir les résultats? J'entends que c'est ce que vous préconisez, mais j'ai quand même le sentiment que dans les faits, les travailleurs, pour l'instant, n'arrivent pas à entendre ce message et comment leur faire passer l'idée que malgré tout, c'est par là qu'il faut passer. Moi, je crois qu'il y a en effet encore beaucoup d'attentisme, beaucoup de passivité, et puis il y a vraiment l'idée que, de toute façon, il est où l'avenir ? Il est où l'avenir? On est en train de s'enfoncer dans une crise économique, une crise sociale, une crise climatique. Les jeunes se disent, mais de toute façon, c'est foutu, hein, c'est mort, voilà. On va vers la guerre. On va vers la guerre. Donc, en fait, quand on bosse, quand on court tous les jours, hein, on va bosser, on va faire les courses, on s'occupe des enfants, on va chez le médecin, chez le dentiste, etc., qu'on bagarre et qu'on a du mal à en sortir, on se dit, mais on est impuissant face à ça. Et justement, c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait des perspectives politiques. Et nous disons que les travailleurs, ils sont au cœur de cette société, qui lui sont indispensables, c'est eux qui font tout. Nous pensons que les travailleurs, il faut que justement qu'ils arrêtent de se sous-estimer, qu'ils arrêtent de subir cette propagande hein, qui tous les jours nous explique que de toute façon, voilà, nous on est bon juste à obéir, à bosser, à baisser la tête, mais non, qu'on réalise que en fait nous sommes capables de faire la grève, de faire une grève comme il y en a plus depuis des décennies, c'est-à-dire une grève générale. Hein, parce que la différence quand même avec ce qui s'est passé au moment des retraites et puis ce qui s'est passé en 68 ou en 1936, c'est qu'en 1936 et en 68, il y avait une grève générale. Donc on est capable en effet de bloquer le pays, ça c'est sûr, mais surtout on est capable de le remettre en marche, de remettre toutes ces productions-là et puis de décider de ce qu'on en fait de ces productions, de ces richesses, etc. Que les travailleurs ils sont capables de diriger la société. Il faut qu'il y ait cette perspective qu'en réalité, la société, on peut la changer, on peut lui faire prendre un autre chemin. On n'est pas condamné à toutes ces catastrophes-là qui sont en train de s'aggraver. On n'est pas condamné à ça. Nous, ce qu'on porte, c'est que le capitalisme a fait progresser les techniques, la science, etc., à un point tel qu'aujourd'hui, on est capable de nourrir toute la planète. On est capable de résoudre un tas de problèmes, en réalité, d'élever le niveau de vie de la population mondiale. On est capable de cela, techniquement. Mais qu'est-ce qui manque? Il manque justement le fait qu'aujourd'hui, tous ces moyens ne sont pas mis en commun, ne sont pas gérés ensemble, collectivement, pour le bien de tous. C'est-à-dire, ce qui manque, c'est que les travailleurs ils prennent le pouvoir sur toute cette machinerie de production et qu'ils prennent le pouvoir politique. Ça, c'est les perspectives communistes. Et nous pensons aussi qu'il faut que ces perspectives-là, elles soient à nouveau diffusées, qu'elles soient dans les consciences, parce que c'est aussi quand on voit, si vous voulez, une issue, quand on voit un avenir souhaitable, enviable, qu'on trouve l'énergie de dire « ça suffit ».
Vous avez parlé tout à l'heure du Maroc, du Népal, on pourrait ajouter Madagascar. On voit qu'actuellement, il y a dans beaucoup de pays, la jeunesse se révolte. Hein, vous avez cité le Maroc. Mais ce qui m'étonne, peut-être aujourd'hui, les choses vont un peu évoluer dans les prochaines heures, mais il n'y a pas grand monde, il n'y a pas beaucoup de personnalités à gauche qui parlent de ce qui se passe au Maroc. Comment vous expliquez que finalement, ce soit vous êtes une des rares personnalités de gauche que j'ai vu faire un tweet ou autre sur cette actualité-là, et pas les autres, en fait. On dirait chacun fait ce qu'il veut, mais c'est quand même assez surprenant. D'abord, je vous ferai remarquer que, y compris à gauche, quels sont leurs mots d'ordre? C'est les travailleurs français. Non, mais ils sont quand même très nationalistes, faut le dire. C'est-à-dire ce qui les intéresse. Alors bon, quand c'est pas leur slogan, c'est la France. Bon, voilà, les citoyens français. Bon, voilà, eux, c'est ça leur vision et leur politique d'ailleurs qu'ils proposent. C'est pour la France, pas nous. Voilà, nous, lutte ouvrière, notre camp, notre classe, c'est une classe qui est internationale. Je l'ai dit dans un des derniers meetings, mais nous, notre patrie, c'est la classe ouvrière internationale, c'est les opprimés du monde entier. Nous, on est fidèles à Marx. Prolétaires de tous les pays, unissons-nous. Et nous savons aussi que quand il y a des révoltes, que dans quelques pays que ce soit, ça peut faire tache d'huile, justement. On se souvient tous quand même comment la révolte partie de Tunisie a provoqué une onde de choc et de révolte dans tout le Maghreb et jusqu'au Moyen-Orient. Donc nous sommes profondément convaincus de cela, convaincus que tous les combats qui sont menés à un endroit ou à un autre de la planète par les opprimés, par les classes populaires, par les travailleurs, eh bien, cela nous renforce en fait, nous, ici. Donc oui, bien sûr qu'on suit de près y compris on vibre au rythme des combats qu'ils mènent. Pour rester toujours sur le plan international, Lutte ouvrière soutient également la lutte du peuple palestinien. Est-ce que la reconnaissance de la Palestine par Macron est une action que vous saluez, ou est-ce qu'il faut bien sûr aller plus loin, et si oui, comment? Non, mais cette reconnaissance, et j'en ai fait d'ailleurs un l'éditorial précédent, elle avait quand même un sacré goût d'enterrement. Parce que, qu'est-ce qu'il a reconnu quoi, là, Emmanuel Macron? Il a reconnu un immense champ de ruines, un cimetière qui ne fait que grandir. C'est ça qu'il a reconnu. Et il savait très très bien que ça n'allait pas arrêter la main de Netanyahou, les bombardements, et y compris cette politique d'affamer le peuple de Gaza. Il le savait pertinemment. Donc tout ça, c'est un petit jeu, voilà, il cherche à sauvegarder l'influence de la France, y compris dans le monde arabe, en fait, en faisant ça. Il n'en a rien à faire des Palestiniens, Macron. Voilà. Donc, pour moi, c'est ça qui m'a vraiment écœurée. Bien sûr que je pense que n'importe quel peuple sur cette planète devrait avoir le droit de vivre libre, etc. Mais ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que c'est rendu impossible par cet ordre impérialiste. Parce qu'en réalité, si Netanyahou peut provoquer cette guerre, qui est une guerre d'extermination, il peut être en train de raser Gaza de la carte, c'est parce que derrière, il y a l'impérialisme américain, occidental, qui depuis le début a fait effectivement de l'État d'Israël son bras armé dans la région. Voilà. Donc pour nous, c'est... comment dire, voilà, moi, ce numéro-là à l'ONU, il m'a franchement révolté. Quant à la perspective là qu'on entend, le plan de paix, le plan de paix de Trump. Bon, ben, moi, je vois pas de paix possible sur une montagne de cadavres. Je vois pas de paix possible quand on est en guerre avec tous ses voisins. Je vois pas de paix possible si cette politique de colonisation, d'oppression, de spoliation, d'humiliation contre les Palestiniens continue. Voilà. Alors, on peut imaginer un certain type de paix, la paix des cimetières. Ça, c'est sûr, quand vous entrez dans un cimetière, voilà, vous pouvez dire, ah bah c'est paisible, ah bah oui là, voilà, ok, tout le monde est mort. Mais c'est pas ça. Quand on parle de paix, c'est pas ça qu'on veut.
Donc moi, je vois pas. Là, cette politique, cette fuite en avant, et y compris ce fameux plan qui est quand même la poursuite de la colonisation, enfin, je veux dire, c'est un plan, voilà, c'est tout le monde a son mot à dire, sauf les Palestiniens. Et puis finalement, alors au lieu d'être, comment dire, contrôlés directement par l'État palestinien, ils seront contrôlés directement par les États-Unis. Bon, moi, je vois pas là, je vois pas d'autres solutions, d'autres issues, si vous voulez, dans cette région qu'un ébranlement profond de cet ordre impérialiste des frontières. Je ne vois pas d'autre solution qu'une fédération de tous les peuples de la région créée au travers d'une vaste révolte. Voilà. Ma conviction, c'est qu'il y a de la place, bien sûr, pour le peuple palestinien et le peuple israélien dans cette région. Il y a de la place. Mais tout ça, ça ne pourra exister qu'au travers d'un ébranlement. Et moi, j'imagine en effet qu'il faut qu'on fasse sauter toutes ces frontières qui ont été arbitrairement, artificiellement tracées par les puissances impérialistes pour contrôler les richesses de cette région. Et c'est comme ça qu'ils ont découpé le Liban dans la Syrie, et c'est comme ça qu'ils ont fait les frontières de la péninsule arabique, etc., etc. Et tout ça, il va... Mais j'ai envie de dire, et c'est aussi ça, je veux juste rajouter, je ne veux pas être trop longue, mais en plus d'exprimer notre solidarité, qui est élémentaire vis-à-vis du peuple palestinien, il faut bien réaliser que la solution, elle est en grande partie ici, chez nous, c'est-à-dire au cœur même des citadelles impérialistes, et que c'est en se battant justement contre nos dirigeants qui continuent d'imposer leur domination à l'échelle du monde que, oui, on pourra peut-être faire sauter tous ces verrous qui, aujourd'hui, finalement, condamnent, et qui condamnent les deux peuples. Ça, je voudrais aussi insister là-dessus. Parce que le peuple, bien sûr, c'est le peuple palestinien qui, aujourd'hui, est massacré, etc. Mais c'est quoi l'avenir pour le peuple israélien? C'est de vivre avec le doigt sur la gâchette toute leur vie, dans un camp retranché? Vous savez, quand on crée une prison et qu'on devient geôlier, on passe aussi sa vie en prison. Mais c'est ça l'avenir pour les Israéliens? Voilà, moi je pense que ça peut pas être un avenir, tout ça. Et justement, ces derniers mois, dernières semaines, il y a beaucoup de citoyens du monde entier, des élus aussi, qui montent sur des flottilles pour aller à Gaza, des flottilles humanitaires. Et là, on l'a appris, il y a une flottille qui a été interceptée par, il y en a eu les précédentes, mais là aujourd'hui par l'armée israélienne. Et finalement, la France, qui a reconnu l'État de Palestine, et donc qui devrait peut-être dire quelque chose, c'est l'Espagne qui parle, d'autres pays, mais la France ne dit rien. Qu'est-ce que vous en pensez, justement? Mais franchement, qui cela étonnera-t-il, hein? Voilà, pendant une semaine, ils ont eu des drones israéliens qui les ont attaqués, aspergés de produits divers et variés, tout ça pour effectivement les impressionner, les faire reculer. Alors, on a beaucoup parlé des drones, soi-disant russes, qui survolaient. Mais là, ces drones-là, c'était... non, il ne fallait pas en parler. Donc c'est scandaleux, ce qui se passe. Puisque, voilà, je le redis, quand on voit qu'ils sont en train d'organiser une famine, moi, j'entends, et c'est quelque chose que je ne supporte pas non plus, on dit le drame humanitaire. Mais ce n'est pas un drame humanitaire. C'est qu'en fait, là, il y a une politique qui est pensée pour finalement les faire mourir. C'est pas une catastrophe naturelle, si vous voulez. Et là, effectivement, on a cette flottille qui essayait de percer, justement, ou en tout cas de populariser ce combat. Et oui, même le gouvernement, il n'est pas capable, là, de se montrer un tant soit peu courageux. Voilà, ça montre bien que tout le cinéma de Macron à l'ONU la semaine dernière, c'était vraiment, vraiment du cinéma. Et juste un dernier mot sur l'ONU, justement. Est-ce qu'il y a eu d'autres conflits dans le monde où l'ONU est intervenue, a envoyé des casques bleus et autres? Et là, il ne se passe rien. Pourquoi l'ONU n'envoie pas de soldats Mais vous remarquerez que même les casques bleus envoyés par l'ONU n'ont jamais empêché... Il y avait des casques bleus en 82, quand l'armée israélienne est rentrée au Liban. Ils les ont regardés passer. Il y avait des casques bleus à Srebrenica. C'est pareil. Exact. Donc vous savez, les casques... Et puis l'ONU, mais il faut le dire... L'ONU, le droit international, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est?
C'est en fait la cristallisation d'un rapport de force imposé par les grandes puissances impérialistes, c'est tout. C'est tout. Donc, quand finalement l'ONU, elle maintient cet ordre impérialiste, voilà, ok, ça va très bien aux Américains, ça va très bien aux puissances occidentales, hein, mais si l'ONU commence à critiquer, ça ne va plus. Donc, voilà, le droit international, ça leur va bien dans la mesure où ça correspond à leurs intérêts. Mais ça, c'est vrai depuis le début. Donc, il ne faut pas croire. Écoutez, on a quand même Trump qui, quand même, est assez clair aujourd'hui. Assez clair, il l'explique. Il nous donne une leçon politique, Trump. Il explique, nous sommes le pays le plus puissant, c'est moi qui fixe les règles, et vous obéissez. Voilà, point barre. Ben, c'est ça la société capitaliste, c'est juste ça, c'est la loi du plus fort. Alors pendant une époque, ils ont voulu enrober ça dans le droit international, des institutions internationales, etc. Mais c'était quand même le droit du plus fort. Ah, les frontières de l'ONU, les frontières internationales. Mais c'est quoi ces frontières? Ils les ont tracées dans la chair des peuples. Pour pouvoir ils ont dressé les uns contre les autres pour pouvoir mieux contrôler des régions entières. Ces frontières-là, ce n'est pas les frontières je sais pas, d'ailleurs, moi, c'est pas les frontières de la liberté, j'avais envie de dire, mais de toute façon, pour moi, la frontière, c'est tout sauf une liberté. Nous, on est internationalistes, on pense que l'avenir du monde, ça sera précisément que ces frontières deviennent de simples délimitations administratives et que chaque être humain puisse circuler selon ses besoins, selon ses désirs. C'est ça qui, je pense, qui sera vraiment, qui permettra, qui pourrait être un avenir souhaitable. Une dernière question, et on va terminer là-dessus. C'est un sujet qu'on avait déjà abordé dans une précédente interview, mais là, il y a une polémique récente qui vient de naître à Strasbourg, où la ville a décidé de mettre en avant des visages de personnalités de la ville, des citoyens qui sont investis, qui œuvrent pour le bien de cette commune. Et il se trouve qu'il y a une mamie qui est en photo dans la ville et elle porte le voile. Et ça suscite pas mal de polémiques, elle est cible de messages de haine. Et cette polémique intervient quelques jours après la publication d'un sondage IFOP qui dénonce l'explosion des actes anti-musulmans et la reconnaissance implicite d'un racisme anti-musulman structurel. On connaît vos positions sur le voile, on en avait parlé une précédente fois. Mais que répondez-vous à celles et ceux qui disent que votre position nourrit quand même un peu ce climat islamophobe qui est présent en France? Non, je ne suis pas du tout d'accord. Je suis pas du tout d'accord. Et moi, cette campagne d'affichage, franchement, je vois pas de problème. D'accord. Mais je vois absolument aucun problème. Il s'agit, si j'ai bien compris, de femmes et d'hommes qui œuvrent pour la ville, qui sont bénévoles, etc. Mais bien sûr, dans la vie de tous les jours, on travaille et il y a des centaines de milliers de femmes qui portent le voile, qui font fonctionner la société, bien sûr. Donc pour moi, il n'y a aucun problème, mais il y a, oui, une campagne de la droite et de l'extrême droite qui est islamophobe, voilà. Mais ne mélangez pas ça. Cette campagne islamophobe qui m'inquiète, je dois le dire, parce que qu'est-ce qu'ils visent quoi là? C'est quoi leur but? C'est qu'il y ait des gens dans la rue qui décident d'arracher le voile et d'agresser les femmes. Enfin, c'est grave, c'est grave. Voilà, mais maintenant ça n'a rien à voir avec, ce que je pense à la fois des religions, de la place des femmes et du combat que les femmes elles doivent mener pour être libres. Ça n'a rien à voir. Très bien. Merci Nathalie Arthaud d'avoir été avec nous aujourd'hui, d'avoir fait ce tour de l'actualité nationale et internationale. Et merci à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à poursuivre cela sur les antennes du média, les différentes émissions qu'on vous propose tous les jours sur le canal 165 de la Freebox ou sur la chaîne YouTube Le Média et Le Média 24/7. Très bonne journée sur Le Média.